ETVciens, ETVciennes, bonjour, merci d'avoir arrêté de regarder les autres chaînes de télévision. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Face à la presse. Je vous rappelle que cette émission est diffusée sur le satellite, le câble, mais elle est aussi en simultané sur Internet. Vous pouvez nous suivre sur votre ordinateur et sur vos portables. Une seule adresse à retenir, voilà, elle s'affiche ci-dessous, merci aux techniciens, efm-etv.com. Vous pouvez également télécharger désormais notre application native pour vos smartphones et vos téléphones mobiles. Voici l'adresse pour la télécharger directement sur Google Play et sur l'Apple Store. Je vous rappelle également que cette émission est diffusée en simultané sur EFM Radio et c'est bien sûr sur la bande FM. Parmi nous, cette semaine, nos confrères de la presse, André-Jean Vidal, rédacteur en chef des magazines de France Antilles, et Blaise Menjiwa, journaliste à ETV et EFM Radio. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Merci encore une fois de votre présence chaque semaine ici dans les studios d'ETV à Jarry. Alors, André-Jean Vidal, êtes-vous déjà allé au Cameroun? Je ne suis pas allé au Cameroun, je suis allé au Sénégal, je suis allé au Kenya, je suis allé un peu de partout, mais pas au Cameroun. Ah, vous êtes carrément un globe-trotteur. Je suis un globe-trotteur, comme vous dites. Vous avez un beau logo sur votre t-shirt. C'est le nouveau logo de... C'est le logo du MAG. Le MAG, c'est MAG. le journal le nouveau magazine du samedi. Et on va en parler tout à l'heure. Et vous, Blaise, êtes-vous déjà allé au Cameroun? Non seulement j'y suis allé, mais j'y suis né. Ah, vous êtes donc camerounais. C'est mon pays d'origine, oui. D'accord. Et vous avez quel âge? Voilà une question indiscrète, mon cher Jean-Yves. Je vais avoir 63 ans le 24 avril prochain. Voilà. Bon, bah... Mais j'ai passé toute la première partie de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à 20 ans, au Cameroun. Alors... Et j'y ai travaillé après quelques années pour le compte d'une ancienne compagnie d'assurance dont j'étais le directeur général de la filiale locale. Et aujourd'hui, vous êtes avec nous. Tout à fait. Voilà. Alors, messieurs, cette semaine, nous avons un invité de marque. Alors, attention. Nous avons reçu jusqu'à présent des ministres, des docteurs, des avocats, des hommes d'affaires et j'en passe. Alors là, cette semaine, on fait très fort dans Face à la presse, puisque on a aujourd'hui un prince, le prince du Cameroun, héritier de la tribu des Bafous. Bonjour, Votre Majesté, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Bonjour. Bienvenue ici à Jarry, en Guadeloupe, dans les studios d'ETV. Alors, on a une tradition dans cette émission, comme on vous l'a expliqué, c'est que nous demandons à l'invité de se présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Donc, vous avez à peu près 1 minute pour dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Je vais donc me plier à l'exercice. Merci de m'avoir invité ce matin. Je m'appelle Jean Gallo Jotsa, formé à JET. Depuis que j'ai succédé à mon père, décédé en 1995, j'ai fait mes études à Bordeaux, où j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur en informatique, complété par une formation à HEC Paris, un MBA. J'ai travaillé à France Télécom, à Bordeaux, au service national des annuaires. Et puis je suis rentré au Cameroun, à la mort de mon père, pour fonder mes entreprises, qui sont orientés dans le domaine des télécommunications et de la monétique, donc tout ce qui est système de paiement. Système de paiement par Internet, TPE. Par Internet, par carte bancaire, D'accord. etc. Alors, avant de commencer, donner la parole à nos confrères de la presse, un petit rappel pour les nuls en géographie. Voilà, si on va demander aux techniciens de nous afficher la carte, s'il vous plaît. Voilà, la Guadeloupe, elle est là. Le continent africain, c'est ici. Et voilà le Cameroun. Et voici le village de la tribu des Bafous. Alors, on dit que on appelle ça village, mais... C'est un groupement. En fait, Bafou, c'est un groupement dans lequel il y a le village dont je suis le chef, donc qui s'appelle le Miadjet. D'accord. Et donc, on appelle ça village, mais la taille, le nombre d'habitants? Alors, dans le groupement, il y a environ 90 000 habitants,
Et dans les villages, il y a environ 2000 habitants. Donc pour nous, ça serait plutôt une ville qu'un village en fait, à l'européenne, si on peut dire ça. Tout de suite, on va embrayer par des questions. C'est à vous l'honneur, André-Jean, pour le Franc-Senti. Vous êtes chef traditionnel, roi sur vos terres. À quand remonte votre lignée? Écoutez, moi je suis à la deuxième, donc elle a été fondée par mon père, donc je suis le successeur. Voilà, donc je suis le premier Hatchet 2. D'accord. Et donc vous êtes issu d'une famille de 132 frères et sœurs. Voilà, donc mon père, dans son environnement, et dans la région dont il est issu, l'Ouest Cameroun, la région de Grassfield, ça a été pendant longtemps un système de chefferie traditionnelle. La société est organisée autour des chefferies traditionnelles. Et les chefs, généralement, dans leur exercice, devaient former une certaine population autour d'eux, notamment avoir plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Donc, ça a été le cas de mon père qui a, c'est énorme quand même. qui a eu 22 épouses et 132 enfants issus de ses œuvres. Alors, on m'a dit également, vous allez me confirmer, qu'il y a 132 frères et sœurs, mais votre père a également adopté une quarantaine. Tout à fait, tout à fait. En fait, dans un village comme le nôtre, il y a des écoles qui sont autour, donc forcément il y a un acte de solidarité, de générosité, qui fait que le chef accueille forcément soit ça peut être ses beaux frères, ça peut être des fils du village qui sont désœuvrés. Il y a forcément un acte de solidarité, il y a un acte de générosité qui fait en sorte que, effectivement, il n'y a pas que ces enfants. Mais les enfants qu'il adopte deviennent en fait les siens, dès lors qu'il les a. Alors, j'ai une question, 132 frères et sœurs, et vous les connaissez tous? Bien sûr, naturellement. Moi, à la mort de mon père, il y avait une cinquantaine de mineurs. Donc, effectivement, c'était une tâche assez ardue. Donc, il a fallu les encadrer. Donc, ceux qui étaient, je dirais, déjà majeurs, évidemment, je les connaissais. Et je suivais la scolarité d'un bon nombre. Moi, je dois être parmi les garçons, à peu près le 25e. Le 25e enfant de la lignée. Une question de FM Radio, Blaise. Alors, la question que se posent les téléspectateurs en Guadeloupe, c'est quoi un chef traditionnel dans l'Afrique contemporaine? Alors, un chef traditionnel, c'est le guide de son peuple, c'est le chef de guerre de son peuple, c'est celui qui inspire sa population, c'est celui qui assure l'équilibre du groupe, c'est celui qui arbitre en cas de conflit, et c'est le relais avec l'administration au niveau de l'état civil, généralement un centre d'état civil, au niveau de la gestion d'un certain nombre de problèmes, ça peut être de sécurité, ça peut être d'ordre fiscal. Bref, le chef a un rôle extrêmement actif, un rôle de proximité avec ses populations. Il est également le chef spirituel. Il est celui qui... Alors, expliquez-nous justement le chef spirituel. En fait, dans tous les événements importants du village, que ce soit en cas de malheur, c'est beaucoup plus en cas de malheur d'ailleurs, que le chef joue ce rôle. Donc, c'est lui qui va orchestrer les événements, toutes les cérémonies, qui vont permettre aux gros aînés de pouvoir gérer leur douleur. Donc,
le chef, effectivement, incarne cette valeur morale et également se recouvre pour permettre aux populations de donner un sens à leur questionnement lié à tout type de questions, notamment les questions existentielles. Blaise? Alors, si j'ai bien compris, le chef traditionnel joue un peu le rôle d'auxiliaire de l'administration. Ça, c'est pour l'exercice du pouvoir temporel, en quelque sorte. Et le pouvoir spirituel, dont vous avez donné quelques grandes lignes, est-ce que l'exercice du pouvoir dans une chefferie, y a-t-il des contre-pouvoirs à l'exercice du pouvoir du chef dans les chefferies? Est-ce qu'il y a des institutions traditionnelles qui permettent de contrebalancer ou tout au moins d'équilibrer le pouvoir du chef? Alors, généralement, la chefferie est organisée autour des conseils, ça s'appelle des conseils de 9, conseils de 7. Le conseil de 9, c'est celui notamment qui, en fait, introduisent le nouveau chef. Et ces sages-là, ça se gère de père en fils. D'accord. Donc, lorsqu'un des 9 disparaît, c'est un de ses fils qui prend la suite. C'est eux qui incarnent en fait, la puissance de la chefferie. C'est eux qui détiennent. C'est un genre de parlement, en fait. Les sociétés secrètes. D'accord. Voilà. Donc, effectivement, je pense qu'on peut le voir comme étant un contre-pouvoir. Et alors, justement, parlant de succession, comment est désigné le chef? Est-ce par succession ou par élection? Alors, et quelles sont les règles qui fondent cette succession? Alors, au Cameroun, les chefferies traditionnelles sont extrêmement encadrées par le pouvoir administratif. Donc, en fait, la chefferie est une échelon, d'accord, de l'organisation administrative. Donc, l'État veille à ce que, effectivement, la succession, la désignation du chef se passe dans les meilleures conditions possibles pour éviter toute manipulation ou toute tricherie. Quelles conditions? Mais notamment l'autorité administrative du ressort, d'accord, oui, est très très impliquée et très présente dans les cérémonies qui vont précéder à l'arrestation du nouveau chef. Mais généralement, le chef est issu directement de la lignée du père, donc du défunt chef. Alors comment on choisit justement l'héritier? Oui, parce que vous êtes 25e. 25e, oui. Donc il y avait avant vous d'autres personnes fondées à cette succession. C'est l'avantage d'avoir plusieurs successibles. Donc, effectivement, dans le cas de mon père, il avait le choix. Et avançamment, il choisit il vous a désigné un de ses fils. Mais ça reste secret. Ça, personne ne le care. D'accord. Personne ne le comprend. Et c'est à sa mort qu'on arrête. Parce qu'on dit arrêter parce que... Qu'on se saisit, c'est voilà, ça. il peut vouloir fuir parce que c'est une lourde responsabilité. C'est ça, oui. Voilà, donc en fait, on arrête les choses. En s'appuyant. Ah, on l'arrête carrément. Voilà, sur les dernières volontés de... Vous avez été arrêté, donc. Exactement. Est-ce que, vous parliez tout à l'heure de la désignation, de la succession qui se fait avec, en accord avec les autorités administratives. Est-ce que vous ne pensez pas, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les autorités administratives puissent influencer les règles successorales dans les traditions? Est-ce qu'il n'y a pas des conflits des fois? Tout à fait. On ne peut pas nier le fait que, effectivement, le pouvoir administratif essaie de tirer... politique d'ailleurs, voilà, dans le politique, cas. essaie de tirer parti, d'accord, de cette situation. Donc, si jamais le chef commet l'erreur de ne pas être au-dessus, d'accord, et d'être partisan, effectivement, ça peut avoir des conséquences assez nuisibles pour lui-même. Donc, généralement, les chefs sont plutôt au-dessus des opinions politiques, d'accord, et donc ce qui leur donne une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir. Mais c'est vrai que le sous-préfet du territoire dont dépend la chefferie, il veille
à ce que la volonté du défunt chef soit respectée. À ce que cette volonté soit respectée. André-Jean Vidal, une question de France Antilles. Vous êtes indépendant, donc. Mais est-ce que vous avez des comptes à rendre aux institutions administratives? Alors, les comptes... Peut-être pas. Oui, mais disons que, effectivement, comme je l'expliquais tout à l'heure, le pouvoir de l'État fait tout pour effectivement garder cette relation, qui est une relation extrêmement encadrée. Par exemple, les chefs traditionnels sont rémunérés au Cameroun. Ils ont un matricule, ils sont payés. Et donc, très peu refuseraient un tel traitement. C'est une façon, effectivement, de les rendre plus ou moins... c'est l'asservissement, quand même. Oui, voilà. Donc, bon, mais c'est la réalité. C'est d'autant plus difficile de rester indépendant. Comment faites-vous? Alors, moi, je pense que ce qui est important, c'est le rapport du chef avec la population. Tant que les populations vont penser que du pouvoir traditionnel, ils tirent une inspiration, ils tirent un certain nombre de réponses à leurs préoccupations, je pense que le système va tenir. En fait, voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, l'État laisse quand même une marge assez importante à ce dispositif, d'accord? Parce que s'il le casse, en fait, c'est tout le système qui peut se retrouver. C'est un gage de tranquillité, un gage de paix. Exactement. En fait. Exactement. Donc, en fait, jusqu'à présent, le chef il gère sa population, il a son autorité, le pouvoir essaie donc d'encadrer, mais je pense que le système tient parce que la population, elle a des valeurs auxquelles elle tient, elle trouve des réponses dans cette organisation traditionnelle. Voilà, je pense que ça n'empêche pas que les gens puissent être influencés par d'autres types d'influences religieuses. Donc, il n'est pas rare chez nous que les gens opèrent une sorte de syncrétisme religieux. Ils sont attachés au pouvoir traditionnel, aux pratiques traditionnelles, mais en même temps, il y en a qui sont attachés à leur foi chrétienne. Alors, expliquez-nous justement la religion, comment ça se passe. On m'a dit que la tribu des Bafous était très respectueuse des traditions et que vous êtes le gardien en fait de cette tradition. Est-ce que vous pourriez nous expliquer quelques traditions que vous avez? Alors, les traditions, par exemple, lorsque il y a un décès dans la société, d'accord, il y a des obsèques, comme un peu partout, d'accord, mais ce qui est particulier en zone bamileke, il y a ce qu'on appelle des funérailles qui ont lieu dans la plupart des cas, quelques années, d'accord, après les obsèques. Et lors de cette cérémonie, en fait, les enfants du défunt, qui entre-temps ont pu se développer, ont pu se réaliser, disent au revoir à leurs parents. Donc en fait, c'est des funérailles sur plusieurs mois, plusieurs années? Non, en fait, on décide, quelques années après la mort, d'organiser les funérailles. D'accord. Okay. C'est un moment extrêmement important parce que on le fait une seule fois, par individu. Parce que la situation, c'est la libération de son âme. C'est comme ça qu'on le perçoit. Donc, on le fait une seule fois. Donc, les gens qui ont perdu le papa pour le moment, un des buts de leur vie, c'est de pouvoir organiser des funérailles pour alors, il y a les funérailles, mais il y a d'autres traditions aussi en termes de fêtes, par exemple. Quelles sont vos traditions? Oui, bien sûr. De toute façon, les funérailles, c'est l'occasion effectivement où en fait, on va exprimer toute la richesse culturelle du village en exécutant un certain nombre de danses, un certain nombre d'arts qui sont propres au village. Mais sinon, en dehors de ça, il y a d'autres occasions. Ça peut être des cérémonies pour les jumeaux, ça peut être des cérémonies pour la de naissance. Alors ici, on a le carnaval, on est en pleine période de carnaval. Est-ce qu'on a un peu l'équivalent dans votre village? Oui. Au niveau du groupement Bafou, par exemple, il y a une fête qui est triennale, qui s'appelle le Mou. Donc c'est une fête culturelle, où effectivement on vient
partager le patrimoine, je dirais, Comment se passe matériel et immatériel du village avec les autres. C'est pas seulement le village. Donc là, c'est une fête qui est ouverte, un peu comme un carnavaliste. D'accord. Ok, il y a des parades dans les rues, c'est comme ça que ça se passe. Alors ici, les gens se déguisent, c'est la même chose. Là-bas, il y a des tenues d'apparat pour toutes ces manifestations. En fonction des danses, les tenues sont totalement différentes. Alors, au niveau culturel, alors ici, on a le Groka, qui est d'origine d'Afrique. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un tambour. D'accord. Le tambour, voilà. Exact. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Alors, chez nous, il y a par exemple une des danses les plus importantes du chef lorsqu'il arrive quelque part, c'est ce qu'on appelle le ngou. Le ngou? Le ngou, oui. Donc, en fait, c'est la descente triomphale du chef. Okay. Il y a d'abord le kiza, donc le chef descend fait un tour, et le ngou, c'est la danse. Là, le chef doit discuter quelque part de danse. Effectivement, c'est rythmé par les tam-tams, par d'autres types d'instruments, avec beaucoup de parades qui sont discutées. Alors, qu'est-ce que vous avez comme autre type d'instrument? Il y a le tam-tam, Oui, qu'on appelle le Groka chez nous. Voilà. Il y a quoi d'autre? Balafon. Il y a le haut, il y a les balafons, il y a énormément d'instruments qui sont utilisés pour donner le rythme. André Jean? Comment, à la période coloniale, les chefferies étaient respectées? Alors, on ne peut pas dire qu'elles étaient respectées, elles ont été utilisées. Ah, d'accord. Elles ont été Expliquez-nous. Elles ont été utilisées pour... donc, en fait, les chefferies ont été soumises pendant la période coloniale. D'accord. Donc, ceux qui ont résisté l'ont payé très très cher. Voilà. Donc, il y en a qui ont été carrément rasés ou désorganisés. Mais dans la plupart des cas, les chefferies ont été un instrument comment dirais-je, de collaboration. Voilà. Se contraindre. C'est pas une période très très glorieuse. Alors le Cameroun était une colonie allemande. D'abord oui, allemande et ensuite britannique et française. Alors on parle quelle langue exactement au Cameroun? Alors officiellement au Cameroun il y a deux langues. Il y a l'anglais et le français. Ce sont les deux langues qui sont couramment pratiquées. En dehors de ça, le Cameroun est un pays aux multiples ethnies. On compte plus de 200 ethnies. Donc chaque ethnie ayant son dialecte. Ça fait 200 dialectes différents. Tout à fait. D'accord. Blaise, une dernière question juste avant la publicité. Oui, je vais revenir sur la question des funérailles. Peut-être pouvez-vous aller un peu plus dans le détail pour expliquer que les funérailles dont vous parliez tout à l'heure, qui se passent quelques années après l'enterrement même de la personne, est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur le déroulé de ces funérailles, ce que ça veut dire exactement? Voilà. Bon, en fait, dans les croyances traditionnelles, on estime que quelqu'un dont on n'a pas fait de funérailles ne peut pas encore reposer en paix. D'accord? Et ça concerne tous les défunts de la famille, en fait. Ça, lorsqu'on organise des funérailles, on le fait pour tous les défunts de la famille. Ça peut être, par exemple, pour le chef de famille et ses épouses, et ses enfants décédés. D'accord? Donc c'est pour ça que je dis que c'est un moment extrêmement important, parce que ça se prépare, ça se négocie, ça se discute beaucoup énormément, pour arriver à trouver des compromis, des angles ou des consensus. Et ça se passe concrètement comment? Ce sont des fêtes, ce sont des danses traditionnelles? Oui, ça se passe suivant l'importance du défunt, ça peut se dérouler sur 1 à 2 semaines. D'accord. Okay. Et en fait, on va pouvoir donner à chaque, soit les amis, soit la belle famille, une journée pour faire leur descente. Okay. Donc chacun vient en fait marquer son amitié, sa reconnaissance ou son appartenance à cette famille-là. D'accord. Et il le marque comment? Il le marque par des fêtes? Non, pas des choses très Par des réceptions? Non, il y a toujours, traditionnellement, c'est quoi? C'est la descente. Avec. Ce que vous appelez descente, c'est quoi? C'est le un groupe, déroulé? C'est le groupe qui vient, qui en fait
fait une sorte de marche. De parade. De parade, exactement. D'accord. Avec des paquets qui sont bien définis. Ça peut être de la boisson, ça peut être de la nourriture, donc des choses bien codifiées. D'accord. Et ils en ont pas pour aller donc, remettre cela. Okay. Et là, ils ont fait leur part de funérailles. D'accord. Voilà. C'est une obligation, par exemple, pour la belle famille. Mais dans le cas de mon père, qui avait une vingtaine d'épouses, ça donne une centaine de beaux-fils, potentiellement, Oui. qui vont chacun donc, exécuter cette contrainte. D'accord. Merci. Alors, Votre Majesté, nous avons une deuxième tradition, comme on vous l'a expliqué. Elle est la deuxième. La publicité, c'est ça? Oui. Très bien. Des pubs